Laurent Roland Tonekes, bonjour. Ahmed Arepa, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue. Merci. Pas en plateau hier, mais présent aujourd'hui. Des séquelles rattachées à la célébration de la fête de l'Igname le mardi dernier? Pas de séquelles de la fête de l'Igname. Sait-on jamais? Oui, le souci de santé, c'est vrai que là, je ne suis pas tout à fait. Peut-être que vous en avez consommé plus qu'il n'en faut. Non. Sans nous, justement. Non. Et donc la nature... Peut-être que si vous imaginez que j'ai pris seulement une bouille d'Akassa le mardi. Le mardi. Vous imaginez, donc je n'ai pas beaucoup mangé, pas beaucoup bu. Ça arrive, les soucis de santé. C'est vrai que là, j'ai dû faire l'effort, la pression sur moi-même pour être là ce matin. Merci. Merci pour l'effort, mais merci pour la présence. De toute façon, alors en parlant de l'IAM, on en reparle sur l'émission dans la deuxième partie notamment avec Maître Moussa Haïmi et le professeur Raymond Assogba. On s'intéressa justement au fameux tubercule à 1000 secrets, paraît-il. Pour le Laurent Roland Tonekes, ce matin, les quotidiens abordent plusieurs faits d'actualité. Celui rattaché à la crise au Niger demeure évidemment celui qu'on retrouve donc, à la une de tous les quotidiens, la crise au Niger notamment, avec entre autres la réaction. Alors c'est vrai que le Parti des démocrates a réagi depuis quelques jours déjà et après cette réaction, cette lettre a été suivie de questions ouvertes avec débat donc, au gouvernement. Et on en était hier justement à parler de l'inaction, si on peut le dire ainsi, des autres partis politiques. C'était donc sans compter sur cette réaction du parti Restaurer l'Espoir, le candidat Zanaï. Je crois que le candidat Zanaï, est-ce que d'abord son parti continue d'exister? Je me pose la question. Parce que selon la loi, en réalité, ce parti n'existerait plus. Bon, là n'est pas le problème. Il s'est prononcé sur la situation au Niger. Je crois que c'est un sujet sur lequel je ne souhaiterais plus à donner mon avis parce que mes convictions demeureront mes convictions. On a beau faire de dire que je fais l'apologie des coups d'État, mais je pense sincèrement que les gens doivent pouvoir regarder la vérité en face et penser au peuple nigérien dans une certaine mesure. Ce que je demande seulement au gouvernement béninois aujourd'hui, je ne veux plus parler du sujet concernant le Niger, mais je leur demande de trouver une solution pour permettre à nos compatriotes qui sont bloqués au Niger de rentrer au Bénin, parce que c'est un problème. De permettre à ce que ceux qui sont des transporteurs, qui ont des camions et qui sont stationnés sur 27 km du côté du Bénin, trouvent des moyens d'aller décharger ces marchandises-là pour ne pas subir malheureusement les effets indirects de cette situation. Au-delà de cela fait d'ailleurs partie des préoccupations soulevées par exemple par le Parti des démocrates. Justement, donc je pense que mon avis sur la question ne se verra plus, je ne donnerai plus, mais je pense qu'il faut que le gouvernement réfléchisse maintenant. Si donner son avis doit être traité comme apologie des coups d'État, je préfère maintenant leur demander de trouver une solution pour nos compatriotes qui sont bloqués au Niger de rentrer. Bon, à savoir en tout cas sur la situation donc, au Niger, un sommet se tient au Ghana ce matin donc, avec les chefs d'état-major des différents pays pour ce qui est donc de l'opérationnalisation et du déploiement de la force en attente. Justement, on reste dans l'attente de la suite des événements. L'Union africaine a montré le chemin, les États-Unis montrent le chemin. Également, si certains chefs d'État trouvent mieux d'aller intervenir militairement au Niger, on attend la suite. Il faut préciser évidemment que ce n'est pas, et je pense que la CEDEAO l'a également réitéré récemment, la solution militaire n'est pas la première solution. C'est la solution donc en dernier recours, quand évidemment toutes les autres étapes auront été disons franchies sans solution. Laurent Roland Tonekes, l'événement du jour, nous parle ce matin du parti Union progressiste Le Renouveau, vraisemblablement en mode turbo après justement, disons, le remembrement ou en tout cas les différents mouvements qu'il y a eu au sein des instances dirigeantes du parti. Oui, 2026 sera un grand carrefour pour éprouver toutes les formations politiques, notamment celles qui sont en mesure d'aller aux élections, qui ont des candidats. Donc, c'est un grand carrefour. Il va falloir se préparer en amont pour ne pas subir une certaine défaite. Vous savez, je m'amuse toujours à le dire, et c'est vrai qu'ils ne sont pas d'accord. Je le dis, et quand on prend les résultats
du parti, en tout cas du pouvoir en place, notamment concernant les différentes élections de 2019 à aujourd'hui, à 2023, on se rend compte que les résultats ont lieu plutôt que d'aller crescendo, ça va décrescendo dans une certaine mesure. Et donc quand c'est comme ça, il faut changer de fusil d'épaule, pour changer de stratégie, pour s'assurer qu'on n'ait pas davantage les Béninois qui pourront voter pour vous. Donc, dans une certaine mesure, je crois que c'est une bonne chose que de revoir la constitution, la structuration des partis concernés, de revoir le mode de fonctionnement, des stratégies à mettre en place. Et qui dit stratégie, dit des têtes bien faites pour faire ce combat. Patrice Talon a le pouvoir aujourd'hui. Si le parti Union progressiste de renouveau avec son frère Siamoura, parti Bloc républicain, devrait continuer à conserver le pouvoir d'État en 2026. Tout dépend de la manière dont ils vont se comporter. Tout dépend de comment est-ce qu'ils vont œuvrer. Notamment, il y a la posture de Patrice Talon également. Comment est-ce qu'il traite les Béninois? Comment est-ce que les problèmes des Béninois sont réglés? Comment est-ce que les Béninois sont écoutés? Il est attentif aux préoccupations des Béninois. C'est un préalable. Et après ça, ces formations qui le soutiennent auront d'arguments sur le terrain pour aller convaincre les citoyens. Quand le chef ne fait pas bien, ceux qui le soutiennent n'ont pas d'arguments pour le soutenir, en tout cas, n'ont pas d'arguments pour le défendre et pour convaincre les citoyens, pour continuer à avoir leur suffrage. Quand vous regardez un peu dans certaines régions, oui, certaines zones, les gens continuent de s'attacher à Patrice Talon. Mais dans d'autres localités, il y a des localités dans lesquelles on a pu voir que ses soutiens, la popularité qu'il avait par le passé, s'est effritée. Quand je prends 2016, de la manière dont l'Atlantique est allé, en tout cas, ensemble derrière Patrice Talon aujourd'hui, et quand on regarde les résultats issus des dernières élections, il y a matière à réflexion. Donc, il y a lieu de faire mieux les choses, de se comporter autrement, notamment en passant par Patrice Talon et en venant vers les formations politiques qui sont l'Union progressiste de renouveau, notamment qui est d'ailleurs aujourd'hui, au vu des différentes élections, la première formation politique à l'aide de la réforme du système partisan. Donc c'est très important de revoir la structuration, mais c'est aussi très important de revoir la stratégie et que le mentor, dans une certaine mesure, essaie aussi de revoir son mode de gouvernance, histoire d'impacter, de faciliter la tâche à ses soutiens qui pourront facilement convaincre les citoyens, qui leur accorderont une fois encore le suffrage en 2026. Autrement, ce serait la débâcle. D'accord. Parlons politique toujours, cette fois-ci avec l'enquêteur qui parle de la brillante ascension politique, justement, qui vraisemblablement nuirait à Alexis Donald Akakpo. Donc, pour sa brillante ascension politique, Alexis Donald Akakpo, victime d'un complot abject, selon l'enquêteur. Non, mais je l'ai dit sur ce plateau, j'ai dit, j'ai vanté les prouesses de Donald Alexis Akakpo. Les résultats pour dire, oui, il a fait beaucoup. Au niveau de l'OPSU, notamment pour le championnat scolaire. Il a fait beaucoup de choses. Mais quand c'est comme ça aussi, attention, il faut s'attendre à tout. Et je l'ai dit, heureusement, je lui disais la dernière fois que beaucoup de chance à lui pour qu'il s'en sorte, parce que là, la tête que ça se passait, c'était assez risqué. Une fois maintenant qu'il est libéré par la criette, il doit pouvoir comprendre. Parce que le problème, c'est que quand vous êtes dans un système, vous avez peut-être tendance à donner à manger à tout le monde. Vous avez des amis qui viennent vous voir, donne-moi tel marché, attention. Ou c'est peut-être l'autorité tutelle qui vous dit, donne tel marché à telle personne, donne tel faveur à telle personne. Mais après, c'est vous seul qui répondez. Parce que quand vous dites après que c'est mon supérieur qui m'a dit de faire ça, quelle est la preuve que c'est le supérieur qui t'a parlé? Tu diras, il m'a appelé. Il m'a appelé, mais est-ce que tu as enregistré la communication tout au moins? Non. Est-ce qu'il t'entend? Non. Donc, de ce point de vue, chacun à son niveau doit faire très attention. Et je l'ai dit, je ne le dirai jamais assez, ceux qui ont une longévité à certains postes doivent commencer par faire très attention maintenant. Parce que ceux qui sont restés, en tout cas là, en attente depuis 2016, espérant qu'on leur trouve une part du gâteau ou bien qu'on les invite au bord de la marmite pour prendre leur part, ceux-là ne croiseront pas les bras dans une certaine mesure. Et vous qui êtes dans le système... On approche la fin du mandat et c'est le moment justement de jouer son va-tout. Voilà, de jouer son va-tout. Et maintenant, c'est le moment de contenter ceux-là qu'on a oubliés, histoire de profiter de leur popularité ou bien de leur soutien. Pour les prochaines échéances. Voilà, pour avoir un résultat. Et donc, dans une certaine mesure, vous qui êtes là depuis 7 ans, si vous avez des problèmes, on vous livre et on vous met devant la responsabilité. Soit vous acceptez, allez de l'autre côté au youf, soit vous restez silencieux et vous continuez
à soutenir en sortant même parfois les moyens de votre poche. Ça vous ruine d'ailleurs, mais vous n'avez pas la bouche, vous n'avez pas le courage de parler parce que vous avez un cadavre dans un placard quelque part qu'on peut vous brandir à tout moment. Et à un moment donné, ceux-là qui sont laissés depuis 7 ans, qu'on n'a pas pu promouvoir, on leur donne un poste, ils deviennent fous du roi, ils sont prêts à tout pour qu'on ait de bons résultats parce qu'ils estiment qu'ils ont pris goût. Parce que parfois c'est tellement juteux, quoi. Et donc ils prennent tellement goût, ils n'ont pas envie de laisser. Et mouillent le maillot. Y avez-vous déjà goûté pour non, mais savoir, écoutez, on voit comment ça se passe. On voit comment ça se passe. Et donc, ils n'auront pas envie de laisser. Et donc, ils vont mouiller le maillot, ils seront prêts à mourir pour que le pouvoir revienne au niveau de la mouvance et qu'ils continuent à être à leur poste dans cette mesure. Donc, chacun doit faire très attention. Vivement qu'ils comprennent que oui, c'est... Et puis, malheureusement, parfois, quand vous y allez une fois, c'est que vous êtes candidat potentiel à tout moment. On peut revenir. Il peut y avoir à tout moment un rebondissement. De nouveaux éléments. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention et voir quelles sont les questions, les sujets qu'il faut vider en même temps. Là où il y a des goulots d'étranglement, il y a des problèmes, des imperfections. Comment régler ça au plus vite, pour ne pas tomber dans la nasse de la criette. Ce n'est pas un souhait. Je pense que chacun doit pouvoir comprendre qu'aujourd'hui, quand vous faites l'erreur de tomber dans cette nasse, on peut vous utiliser pour se faire une bonne image, malheureusement. C'est le jeu en politique. En politique, ce n'est pas pour autant un crime, c'est un jeu politique. À un moment donné, si vous faites l'erreur et qu'on peut se servir de vous pour se faire une bonne image, on s'en sert abondamment. C'est à vous de vous débrouiller. Laurent Roland-Tononiquez, restons avec le quotidien L'Enquêteur. La distribution des cartes de presse, enfin la période de distribution s'est achevée le lundi dernier pour peut-être, disons, le bonheur des professionnels des médias qui enfin sont en possession de leur carte, le précieux sésame. Et L'Enquêteur nous donne des nouvelles d'un ancien président de la HAC, notamment ce matin, Adam Bonitessi. Laurent Roland-Tononiquez est le président du conseil d'administration de la Fédération nationale des acteurs de la médecine traditionnelle du Bénin. Oui. C'est la preuve qu'on peut, faire valoir ses compétences ailleurs quand on a quitté la HAC. Oui, mais il n'était pas non plus employé de la HAC, il n'était pas journaliste, parce que je sache. Donc, c'est peut-être une autre lutte pour lui, dans cette mesure. Et quand on connaît le prototype, on connaît son mode de vie, on ne peut pas douter de ce qui connaît un peu les plantes. Parce que pour le peu que je connais de lui, que je ne vais pas étaler sur une plateau de télévision, c'est que c'est quelqu'un qui certainement a des secrets pour vivre. Et donc, certainement, peut-être qu'il connaît les plantes. Parce que les gens ne vont pas le parachuter comme ça. Oui, alors, on sait aussi, par exemple, que la HAC, sous sa mandature, entre autres, a plus ou moins essayé d'assainir un peu le milieu de la médecine traditionnelle pour ce qui est en tout cas de la communication donc, sur les médias. Ça, c'est ce qu'on sait, par exemple. Oui. Oui, ça, à ce niveau, je sais que ça pouvait être... Je ne voulais pas aborder ça parce que je l'ai dit. Mais on ne peut pas s'empêcher d'en parler. Non. Vous savez... Parce qu'il y a eu beaucoup, justement, de décisions prises non, sur son mandat. Je crois que durant son mandat, les décisions qui ont été prises, moi, je ne les désapprouve pas pour autant. Vous savez, le Bénin était devenu un foutu, tout le monde, n'importe qui, un jeune de 17 ans pourrait se lever parce qu'il sait que... Il sait faire des additions. Parce qu'il sait qu'avec quinqueliba, avec un peu de bissap, on peut préparer pour lutter contre le paludisme. Il vient d'ici un plateau qui est guérisseur traditionnel, avec quelques coris au cou, avec quelques perles au cou, et il se met dans un tissu blanc. Et il sort un produit. Et il sort un produit, il commence pas à faire une publicité. Et malheureusement, les radios étaient disposés à passer ça à tout bout de champ. Mais dans le même temps... Sauf la nôtre, précisez-le, sauf la nôtre, sauf Diaspora FM. Oui, mais beaucoup... Non, avant la décision, il y avait un précédent. Oui, sauf Diaspora FM, quand même. On a toujours fait très attention. Très attention, je suis d'accord. Mais après la décision, si réellement, Diaspora FM fait partie des radios qui ont le plus respecté cette décision, quand bien même d'autres stations ont continué. Et qui continuent de respecter jusqu'à présent, voilà, à son corps défendant. Voilà, et pourtant d'autres médias le font sans être inquiétés. Enfin, bon. Donc pour dire que oui, en la matière, il fallait assainir ce milieu. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment assainir ce milieu. Parce que les gens aujourd'hui, vous voyez un jeune qui arrive à trouver de l'argent pour acheter, comment vous appelez là, le tissu blanc, là, qu'on appelle ça. Quoi
il y a un nom là. Pécal, non pas Pécal, il y a un nom qu'on donne souvent. Okay. Et ils achètent ça, ils font un bomba complet. Et puis ils mettent un chapeau. Ah oui, je vois de quoi vous parlez. Je vois du tissu dont vous parlez. Oui. Donc, avec un chapeau qui, chez les babas qui circulent là, il met sur la tête, il essaie de mettre avec un peu de fil, un fil et une aiguille, il met quelques coris là-dessus. Il devient guérisseur traditionnel. Et là, beaucoup de personnes en souffraient parce qu'il y a des potions, quand vous les prenez, et ça bloque vos reins. Oui. Ça crée des problèmes, par exemple, au foie. Au foie. Donc, ça, il y avait matière à régler ça. Il y a des gens qui font des produits avec nos plantes. Je connais un monsieur qui est béninois qui a fait un produit exceptionnel avec une plante béninoise. C'est juste pour les maux de tête. Vous prenez une gélule, 5 minutes après, vous n'avez plus les maux de tête. Donc, c'est des choses qui existent. Il faut juste moderniser. La manière de faire, cette manière de faire archaïque que nous avons tendance à promouvoir, nous tue progressivement. Je ne suis pas contre les plantes, je connais assez l'utilisation des plantes, mais je dis aux gens, faites très attention. Il ne faut pas que quelqu'un vous dise telle potion sur telle potion. Et d'ailleurs même, les gens vous vendent des trucs là, ils sont incapables de vous dire la composition. On vous dit que c'est un secret. Et puis après, alors que parfois il y a des organismes qui sont allergiques à certaines plantes. C'est vrai. Parlons toujours de la HAC, un nouveau vice-président élu, notamment Armand Roussou. Oui, c'est une belle promotion pour le conseiller Armand Roussou. Comme quoi, silencieusement, quand vous êtes efficace, c'est que vous évoluez. On a pu voir dans quelles conditions il a été élu conseiller à la RAC et ça n'a pas été facile parce que les journalistes avaient attaqué à l'époque pour dire qu'il était un technicien et qu'il était un monteur et que pas question. Écoutez, quand vous êtes avec Dieu, parce que je le connais, c'est quand même un pasteur de toute façon. D'accord. Donc quand vous avez quand vous avez Dieu, pour dire que quand vous avez Dieu, les gens bavardent et les gens crient. Mais vous avez votre promotion très silencieusement. Je préfère la manière dont il fonctionne, c'est-à-dire discrètement, silencieusement. Vous bavardez, il observe, il ne parle pas, mais Dieu continue de tracer le chemin pour lui. Ce que je vais lui demander, c'est qu'à ce poste de vice-président, qui se penche véritablement sur la question des journalistes, la situation des journalistes, qui ne donne pas raison à ces journalistes qui, à l'époque, disaient qu'il n'est pas journaliste, qu'il est un monteur. C'est le moment plus que j'avais pour lui de montrer aux journalistes qu'au fond, un monteur reste un personnage assez important dans la vie du journaliste et donc qui est soucieux de la vie des journalistes également. On va rester avec le quotidien L'Enquêteur, Roland Tonneikes, pour aborder un autre sujet. Crise au sein, titre le quotidien, crise donc au sein des forces de défense et de sécurité au Bénin. Voici les vraies raisons des désertions à la police républicaine. Fusion, confusion, misère, complot et règlement de compte. La troupe se porte mal, selon le quotidien. Alors, je vais partir d'un exemple. Un Béninois qui décide de jouer la loterie visa pour aller aux États-Unis, qu'est-ce qui peut l'amener à faire ça? S'il vit bien dans son pays, est-ce qu'il aura envie de jouer la loterie visa? Est-ce qu'un ministre peut aller jouer la loterie visa? Est-ce qu'un député peut aller jouer la loterie visa s'il est très bien payé? Est-ce qu'un directeur de société peut aller jouer la loterie visa? Je ne pense pas. Ils feront juste, vous allez voir, ce que l'argent vont faire à ces Canada. Parce que là-bas, il faut donner beaucoup d'argent, ils ont beaucoup d'argent à donner. Et donc, quand cette situation arrive, il faut chercher à savoir alors qu'est-ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que les policiers sont sur le carrefour du matin jusqu'au soir, ils ne sont pas bien payés. Appelons chat. Ils peuvent ne pas être d'accord, les gradés de la police républicaine. Mais je pense qu'il faut revoir le mode de traitement des policiers. Les policiers sont au front, doivent aller affronter les brigands, les braqueurs, nuitamment, avec des moyens de déplacement désuets. Regardez juste dans la circulation les véhicules de patrouille de nos policiers. Travailler dans de telles conditions et avoir 110 000 ou 120 000 à la fin du mois. Dans un contexte où à Cotonou... Vous tenez compte des sursalaires récents? Sursalaire, oui, mais sursalaire aujourd'hui, là, on dit quelqu'un qui était à 90 000 et maintenant à 130 000 ou 120 000. Oui. Alors, maintenant, une chambre à coucher, un salon à Cotonou. Un gros effort quand même. Un policier à Cotonou, une chambre à coucher, un salon, c'est à combien à Cotonou? C'est à partir de 40 000, 50 000. Enlevez ça du salaire de 130 000 francs. Quand vous voulez un appartement d'un certain niveau. Et donc, vous voulez que... Je pense qu'on peut en trouver même
à peine 20 000, 25 000 francs. Enfin, à à Cotonou? endroits, oui. Non, ça sous une certaine forme. Non, non. Oui, sous une certaine forme. Je comprends que vous êtes à Kabylie depuis des années comme moi. Non, mais sous une certaine forme. Certaine forme. Non, mais écoute, vous voulez que le policier aille louer des appartements à Kombatou pour y vivre dedans? Que pensez? Quand il sort, il dort dans un bâtiment précaire, il vient là. Vous voulez quel rendement sur le terrain? Quand vous enlevez le loyer, 45 000, 50 000, s'il est à 130 000, il reste 80 000 francs. 80 000 francs, il doit payer l'électricité. L'électricité, le coût a augmenté. Le prix du kilowatt a augmenté. Il a de l'eau qu'il utilise. Le prix aussi à ce niveau. Les gens ne viennent pas relever les compteurs, attendent que ça atteigne 10 mètres cubes pour qu'ils vous appliquent la seconde tranche dans une certaine mesure. On ne vous applique plus la tranche sociale. Il y a tellement de choses à régler. Le carburant, regardez le prix aujourd'hui. C'est difficile pour le citoyen. Et pour le policier d'aujourd'hui, c'est très difficile. Je n'ai pas de frères policiers. Je n'ai pas de parents policiers directement. Là, vous mettez l'accent donc sur la précarité, les conditions de vie de travail des policiers aujourd'hui, ce n'est pas ça. Il faut améliorer. Quand vous allez améliorer... Ça fait partie forcément des raisons qui justifient Ahmed Arikpa, si vous étiez à 50 000 francs à DNTV depuis 2016, est-ce que vous alliez continuer à rester ici? Dites-moi sincèrement. Ne me dites pas que vous n'avez pas trouvé des opportunités depuis 2016. Vous avez trouvé des opportunités. Mais dans une certaine mesure, vous avez peut-être des conditions de travail un peu, en tout cas, je dirais un peu acceptables, dans une certaine mesure, qui vous encouragent peut-être à continuer à rester. Dites-vous. Oui, mais écoutez, à un moment donné, quand je n'étais pas d'accord, moi, je suis parti. Je suis sûr que si vous n'étiez pas d'accord à un moment donné, vous allez décider de partir. Pour vous dire quoi? Il faut éviter de faire la fixation sur les policiers, mais il faut aller régler les problèmes des conditions de vie et de travail des policiers. Quand vous avez un véhicule parfois des policiers qui a des pannes en pleine circulation, écoutez, il y a un problème. Mais j'ai vu parfois des gens tirer des véhicules de policiers avec des véhicules de civils. Dans un pays où vous parlez de lutte contre l'insécurité, les policiers sont au front dans le Nord Bénin. J'ai reçu l'appel d'un policier qui dit « Je suis à Kandi dans la zone rouge. Je ne sais pas quoi faire. J'ai peur constamment. » Mais vous pensez que c'est aussi facile ça? Quelqu'un qui... Moi, Laurent, dans ces conditions, vous pensez que je ne vais pas détailler? Je vais détailler. Je vais déserter. Maintenant, à part ça, ceux qui ont disparu, dont on ne voit pas les traces. Parce qu'il y a des gens qui ont déserté. Leurs parents ne savent pas où ils sont. La police républicaine les a cherchés en vain. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On ne sait pas. Donc, dit qu'ils n'ont pas répondu présent au poste. Mais je dis... Aujourd'hui, là, si ce n'est pas certaines situations de vie, je suis sûr que beaucoup de personnes allaient même déserter mieux que ça. Si quelqu'un se lève et a envie de quitter le Bénin, aujourd'hui, en l'état, c'est qu'il y a un problème. Parce que, peu ou prou, les conditions de travail, les conditions de vie ne sont pas, en tout cas, ne lui permettent pas de vivre décemment dans ce pays. Et dans une certaine mesure, il cherche mieux ailleurs. Qui ne veut pas le bonheur? Qui ne veut pas le bonheur? Je crois que ce que je dis ce matin, c'est à l'endroit du directeur général de la police républicaine pour lui dire, asseyez-vous, discutez avec vos éléments. Qu'est-ce que je peux faire pour vous motiver davantage? Quelles sont les motivations? Plutôt que de parfois intimider à la limite certains policiers qui, en réalité, ayant peur, sont obligés de disparaître tout simplement parce qu'ils ne veulent pas des problèmes. Moi, je crois qu'il vaut mieux faire soit les policiers. C'est pareil pour les militaires, que les gens les appellent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer vos conditions de vie? Quand vous prenez quelqu'un qui est dans un milieu reculé, à l'ADA par exemple, ou bien à Bomé, le loyer peut être à 20 000, 25 000, ça peut arranger. Mais le même policier, le même grade, ils sont à 130 000, l'autre est à Cotonou, l'autre est à Bomé. Vous pensez que celui qui est à Cotonou peut être heureux? Il ne peut pas être heureux. Je ne dis pas qu'il faut payer mieux que les gens de Cotonou que les gens d'Alain ou d'Abomey. Il faut payer au même titre. Mais il faut permettre à ces policiers de vivre. Le rançonnement, ce n'est pas une bonne chose. Mais à l'époque, le rançonnement les aidait malheureusement. Arrondir la fin de mois. Arrondir la fin de mois, malheureusement. Donc, je crois que quand on prend une mesure, il faut trouver d'autres possibilités pour assurer l'équilibre dans une certaine mesure. Et là, ça permettra aux soldats de rester. Et d'ailleurs, même ceux qui partent, il y en a pas mieux qui ont des informations.
Bien sûr. Et ça constitue une menace, pour la notre sécurité police, nationale. pour la sécurité nationale. Alors, comment en arriver là pour que les gens partent alors que c'est des gens qui étaient au cœur du système, qui avaient les informations? Il faut trouver le moyen de régler ce problème, de mieux prendre soin des policiers, plutôt que de venir dire chaque fois qu'ils sont radiés, ils sont radiés. Oui, vous les radiez, mais il n'y en a pas mieux qui sont allés loin. Quelqu'un qui sait manier l'âme, et il déserte, et vous sortez un communiqué pour dire qu'il est radié, et on dit que c'est parce qu'ils ont fait le visa. Mais qu'est-ce qui a conduit le gars à faire le visa? Qu'est-ce qui a conduit le gars à vouloir avoir un visa pour aller en France, en Belgique, et devenir peut-être un technicien de surface, ou devenir peut-être un conducteur de taxi en Europe? C'est parce que chez lui, ça ne va pas. Vous suggérez en tout cas donc qu'on cherche à comprendre concrètement les raisons qui justifient cette désertion. Il faut chercher les raisons qui sous-tendent cette désertion, et régler les problèmes. Améliorer les conditions de vie et de travail des policiers. Quand je vois les policiers sous la pluie, sous le soleil, tout le monde sait que sous la pluie, sous le soleil, parfois, vous tombez malade. Absolument. Mais vous avez combien? Vous avez peut-être 130 000. C'est parce que c'est un 130 000. Quelqu'un m'a dit c'est 90 000, 100 000 pour le dernier, de tout ça là. Okay. Mais je vais être prudent en parlant de 130 000. Le 130 000, vous restez au carrefour, debout, du matin jusqu'au soir. Là, il vous faut des médicaments, des produits pour vous entretenir. Les confrères, en tout cas, du quotidien L'Enquêteur ont mené l'enquête et parlent donc ce matin de fusion pour ce qui est donc de la police et de la gendarmerie, vous en rappelez certainement, de confusion, de misère, de complot et règlement de compte, et estiment donc que la troupe se porte mal. Et il faut vraiment agir. Il faut absolument donc agir pour arrêter, disons, la saignée. En parlant de conditions précaires de vie, justement, allons à Parakou avec Dabarou qui s'intéresse à une activité, celle de conducteur de taxi-moto, de la recherche de la pitance quotidienne au risque de maladie. Laurent. Oui, malheureusement, les émigrés, ce n'est pas qu'à Parakou, à Cotonou, un peu partout sur le territoire national. Ils recherchent juste le minimum pour nourrir leur famille et pour se nourrir, pour se porter mieux. Mais malheureusement, ils sont exposés à tout. Et d'ailleurs, il y en a parmi eux qui sont même parfois des fonctionnaires, ou peut-être même justement dans les forces de sécurité, et qui, à leurs heures creuses, se retrouvent obligés donc d'aller justement s'adonner à cette activité. Il y a quelqu'un qui m'a remarqué un soir, qui m'a dit qu'il est agent de liaison dans un ministère, et que les soirs, quand il sort, il prend sa moto, il conduit, il a porté un maillot. Et pour montrer que oui, quand on fait de la fixation sur les immigrants pour penser que c'est des gens moins que rien, non. Il y a des gens qui ont des moyens. Il y a même, des diplômés, je me rappelle avoir vu un jeune enseignant qui le fait à 16 heures perdues. Quand il quitte les cours le soir, il fait ça. Pour dire que aujourd'hui, pour équilibrer, en tout cas, ses revenus arrondis, comme le dit ses revenus, tout le monde se retrouve dans le maillot jaune. D'ailleurs, même des gens qui ont pour lui. Vous savez, aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est seulement ceux qui font Zémi avec maillot jaune qui font Zémi. Il y a ceux qui font le Zémi de façon professionnelle, que vous pouvez appeler sur gros Zémi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a des gens qui ont leur véhicule personnel, qui ne sont pas taximens, mais qui sont dans Gozem. Et c'est des fonctionnaires qui ont un salaire, mais qui ont des difficultés à arrondir la fin du mois et qui sont obligés de faire ça aussi. Donc, dans cette recherche de pitance, pour parler des immigrants à proprement parler, c'est difficile. D'abord, ils sont exposés à tous les risques. D'abord, prennent des nourritures qui ne leur garantissent pas une bonne santé. Ça commence par là. Exposés à tous les problèmes d'insécurité également. Donc, c'est difficile pour ce corps de métier. Et, bon, c'en est une quand même, c'en est un, pardon. Parce qu'au moins, aujourd'hui, on peut considérer que les immigrants, c'est un métier au Bénin. Même si on ne veut pas faire la promotion de ce métier, ça permet à des milliers de familles de vivre aujourd'hui. Disons activité, parce que, bon, après, c'est une question de terminologie. Attendez, le taximan, celui qui conduit le taxi, c'est pas un métier? Oui.
comme je le dis, c'est une question de terminologie. Attendez, celui qui conduit un taxi, évoluons. Ceux qui conduisent un taxi, c'est un métier. Pas là-dessus. Donc celui qui fait un éminent, c'est un métier. Ce n'est pas vraiment important. Voilà, donc c'est un métier, c'est le corps de métier. Oui. Il faut maintenant trouver les moyens. Donc il faut aller en formation. Il faut aller en formation et apprendre à conduire. Il y a des gens à conduire, apprendre à être zéb. Il y a des gens qui ne savent qu'il y a des centres de formation. Il y a des gens qui ne savent pas conduire moto et ils ne sauront jamais conduire moto toute leur vie. Exemple Vivement qu'ils ne m'attaquent pas quand il est sorti sur le plateau. Non. Je ne vous le souhaite pas. Donc, pour vous dire que quelqu'un qui sait conduire moto, oui. Au point de prendre même parfois 2, 3, une femme avec 2 enfants derrière. Oui. Il faut vraiment... Il a suivi une formation. Il est passé par un processus de formation. C'est l'expérience. Non, je trouve que oui, les maisons d'assurance doivent davantage trouver une police, une souscription, une police pour la souscription pour ces immigrants, pour les protéger en cas de dégâts. Aussi que le gouvernement se penche. C'est vrai que même si on veut lutter contre ce corps de métier pour faire disparaître à l'avenir, il faut déjà au moins leur donner un accompagnement, leur donner un appui. C'est très important. Moi, j'ai toujours dit, si j'ai les moyens, je n'hésiterai pas à construire des maisons dans lesquelles seront logées ces personnes qui n'ont pas de moyens. Mais aussi, il y a ces éléments qu'il faut vider de ce corps de métier. Nos jeunes qui quittent à Gbagnez là, qui laissent les terres là-bas, là, cultivables là-bas, et ils vendent les terres à vil prix. Pour acheter des motos et venir faire Zema à côté. Oui, ils vendent les terres, quand même, les terres à Mouillon et autres, Djidja, ils vendent ça à 400 000 francs, 300 000 francs l'État. Ils achètent Bajaj et ils viennent dormir à l'Étoile Rouge, à l'air libre. C'est pas possible. On retrouve à des carrefours. Mais je pense... Sous l'échangeur. Oui. C'est vrai qu'il n'y a pas un accompagnement sur le plan agricole dans une certaine mesure, parce que je crois qu'il faut une véritable politique agricole pour donner un appui à ces personnes, les encourager à rester sur place, à produire, pour que nous ayons l'autosuffisance alimentaire et que nous puissions ouvrir nos frontières, aller vendre des produits là hors du Bénin. C'est autant de choses. Mais ça ne devait pas justifier le fait que j'ai des frères d'Agbanzou, de Djidja, Tenji, je ne sais quoi là, et de Mouillon, qui vont vendre leur domaine et venir acheter Bajaj pour venir rester à Cotonou. Et rester à Cotonou pendant une semaine, dormir à l'air libre. Et le samedi soir, il prend moto pour aller à Cotonou. Va passer une journée dimanche avec sa femme. Et déjà le matin, il est déjà sur moto. Il conduit encore moto pour venir à Cotonou. Il y a un problème à régler à ce niveau. C'est à revoir. Laurent, Roland, Toné, Nikes. Cette question pour vous, question que se pose le quotidien d'Abarou, vacances gouvernementales au Bénin, qui assure l'intérim du président Talon? Wilfried Léon Rumbedi doit pouvoir répondre. Oui. Tu ne porte-parole du gouvernement? Oui. C'est à lui d'indiquer. Il a répondu d'ailleurs. Il a d'ailleurs répondu à la question. Parce que je n'ai pas suivi sa réponse. Alors, il s'agit donc d'un ministre d'État qui n'a pas été nommé, mais en tout cas, c'est un ministre d'État qui assure l'intérim. Qui n'a pas été nommé? Enfin, le nom, on n'a pas le nom donc, du ministre d'État, mais c'est un ministre d'État qui assure l'intérim. Et il faut savoir, alors pour éclairer peut-être la lanterne des amis téléspectateurs et internautes, qu'en fait, tous les ministres ne partent pas donc, au même moment en congé, enfin en vacances. Donc c'est fait de manière rotative, de sorte que oui, il y en ait qui puissent quand même continuer à faire le travail en l'absence. Donc même les ministres, voilà ce relais en fonction des décisions. Quand on donne le nom du ministre qui assure l'intérim. Parce que le problème c'est que s'il y a un problème, on sait à qui s'adresser. Pourquoi avez-vous envie de le savoir? Et non, sur la question peut-être de la vice-présidente, sur la question de la vice-présidente, voilà, n'étant pas donc du gouvernement, elle n'est pas habilitée à donc gérer l'intérim du chef de l'État. Et vous ne voyez pas qu'il y a des problèmes dans cette loi qui est votée? Comment vous pouvez... C'est vous qui envoyez. On va finir, Laurent. Je n'en vois pas, j'en parle. Comment vous pouvez avoir une vice-présidente et c'est vous qui avez amené cette loi? Revisiter la loi. Vous connaissez la loi? Non, c'est ce que vous dites. Oui. C'est pour vous dire quoi? On va finir avec les 4 vérités, Laurent, Roland, la loi doit être révisée pour donner un pouvoir à la vice-présidente. Cabal d'un Béninois, coupez-moi son micro s'il vous plaît, 20 Cabal d'un Béninois résident aux États-Unis, d'Agandaro, victime d'une campagne de sabotage sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, il y a le parallèle de cet article avec le Béninois libéré ce matin qui parle de tribunal de Sin City aux États-Unis, violence et viol sur une béninoise. Jonas Koudenoupo dit Flair Woli
condamné et interdit de s'approcher du quartier de sa femme et de ses 3 enfants. Alors, Une réponse du berger berger à la bergère, moi, je crois d'une que certaine manière. Je crois que quand j'ai lu un peu les publications de Jonas Koudenpo, Fleur Oli, notre fameux frère Oli, ou cousin de l'autre, voilà, auquel on faisait allusion indirectement tout à l'heure en plateau. Vous cherchez Noise, vous allez régler ça à la fin de l'émission. Donc, quand je lis les publications de Jonas Koudenpo qui évoque la question de Ciara à Julien Abigbe, que d'une situation, on m'a fait connaître il y a 5 ans en arrière, 5 ans ou 6 ans en arrière, par rapport à sa situation qu'elle avait vécue en Chine. Et quand on évoque aussi, on voit un peu les réactions d'Aboubacar Takou, parce que quand il a publié, Aboubacar Takou est venu lui répondre comme quoi il n'a que 32 000 followers, et donc il voulait plus de followers. Et je ne m'attendais pas à une réaction d'Aboubacar Takou, mais j'ai pu lire ces réactions. Publication sur Jonas Koudenpo. À un moment donné, moi j'étais ami à Jonas Koudenpo, dit Fleur Oli, mais je l'ai bloqué à un moment donné. Pourquoi? Parce que il avait des propos blasphématoires. Moi je suis chrétien et je ne permettrai à personne de blasphémer dans une certaine mesure. Et quand vous commencez par blasphémer, moi je mets une barrière en même temps. Donc je l'ai bloqué. J'arrivais à lire ces publications par d'autres personnes, c'est-à-dire que d'autres personnes qui relayaient. Quand je regarde un peu les dénonciations, je me dis que c'est parce qu'il n'est pas sur place qu'il se permet un certain nombre de choses, dans une certaine mesure. Et les gens doivent faire attention, le fait de relayer déjà fait que leur complicité est engagée. Maintenant, quand on regarde aussi les publications d'Aboubacar Takou, je dis, est-ce qu'on a besoin de tomber si bas en répondant à un compatriote, et en le traitant de fou, en traitant de maladie qui doit être guéri, autant de choses? Je crois qu'il faut arrêter ça. Nous sommes parfois dans la distraction et nous oublions l'essentiel. L'essentiel, c'est de se pencher sur les conditions de vie des populations et de défendre la veuve et l'orphelin plutôt que de verser dans ces déballages qui ne construisent pas l'homme. Aujourd'hui, la technologie a évolué. Tout ce que vous dites de quelqu'un, c'est écrit et c'est sauvegardé. Et tôt ou tard, on va vous brandir ça. Merci à vous, Laurent, Roland, Toné-Inkes. Merci à tous les amis, auditeurs, enfin, pas auditeurs, téléspectateurs plutôt, et internautes.